Récemment, le Japon, qui fait face à une confrontation avec la Chine, continue de montrer des signes de renforcement de sa puissance militaire. Le Japon dépense déjà plus que la Chine pour la défense, et prévoit d'augmenter encore son budget pour renforcer sa puissance militaire. La situation du Japon ne cesse de se renforcer. Aujourd'hui, nous allons examiner cela de plus près. Regardons tout de suite. Commençons d'abord par la situation actuelle. La première ministre Takaichi annoncera un plan pour avancer de 2 ans l'atteinte de 2% du produit intérieur brut en dépenses de défense. En 2022, le cabinet de Kishida Fumio avait déjà proposé un amendement pour porter les dépenses de défense à 2% du produit intérieur brut. D'ici 2027 ans, ils veulent accélérer pour que les dépenses de défense atteignent 2% du produit intérieur brut dès l'an prochain. Avancer de 2 ans sur 2027 signifie viser 2% du produit intérieur brut pour la défense dès cette année. Le Japon consacre 1,8% de son produit intérieur brut à la défense et vise à augmenter ce taux à 2% avec un budget supplémentaire. En fait, même au sein du Japon, certains expriment des inquiétudes quant au renforcement aussi rapide de la puissance militaire. Avec la pression budgétaire qui augmente, il y a des débats persistants sur la hausse des impôts et l'émission d'obligations d'État déficitaires. Pourtant, le cabinet Takaichi poursuit cette politique. Le Japon continue d'assouplir les restrictions sur l'exportation d'armes, mais interdit toujours d'exporter des armes létales finies. Le Japon n'autorisait jusque-là l'exportation que de 5 types d'armes: sauvetage, transport, surveillance, garde et évacuation. Selon cette réglementation, le Japon n'a exporté d'armes finies qu'en envoyant des radars aux Philippines. Mais cette fois, la coalition entre le Komeito et le parti libéral-démocrate a été rompue. Et comme ils ont formé une coalition avec le parti Nippon Ishin no Kai, la discussion sur l'abolition de ces 5 catégories progresse rapidement. Le Komeito s'opposait à la suppression de ces 5 catégories. Par conséquent, ils sont parvenus à un accord pour réaliser l'abolition des 5 catégories lors de la session ordinaire de la Diète en 2026. Et les discussions à ce sujet sont très actives. Autrement dit, cela signifie qu'il sera possible d'élargir les exportations d'armes du Japon. L'assouplissement des restrictions sur les exportations d'armes japonaises. C'est ça? On pense que le Japon cherche à vendre des armes pour l'argent. Mais c'est en réalité une stratégie plus profonde. L'essentiel, c'est que dans le processus d'expansion de la chaîne d'approvisionnement mondiale en armement dirigée par les États-Unis jusqu'en Asie de l'Est, le Japon est en train de devenir l'axe central. Les États-Unis, en apportant un soutien militaire massif à l'Ukraine et à Israël, se retrouvent dans une situation où les munitions principales, y compris les obus et les missiles, sont rapidement consommées. Il est apparu que les capacités de production actuelles des États-Unis et de l'Europe ne suffisent pas à faire face à une guerre de longue durée. Et finalement, les États-Unis se sont retrouvés dans l'obligation de chercher de nouveaux centres de production pour répartir leurs charges. Bien sûr, il y a la Corée du Sud. Comme la Corée du Sud se prépare à la guerre depuis 70 ans, c'est un endroit optimal pour servir de centre de production. Cependant, il y a une possibilité que la Corée du Sud soit également entraînée dans une guerre en cas d'urgence. C'est pourquoi le Japon semble aussi se préparer à une telle éventualité, en développant son industrie de l'armement et en assouplissant les restrictions sur l'exportation d'armes. Le Japon a longtemps réprimé son industrie de l'armement après la guerre, mais la technologie des équipements de précision, l'infrastructure de fabrication et la main-d'œuvre hautement qualifiée qu'il a accumulée au fil du temps sont de niveau mondial. Dans les domaines des composants de missiles, des technologies de capteurs et des matériaux aérospatiaux, le Japon a déjà établi un système de division du travail de fait, en menant des développements conjoints avec les États-Unis. Ainsi, les États-Unis choisissent naturellement le Japon pour accroître leur production militaire en Asie. Avec la pression croissante sur la Chine, la sécurité en Asie de l'Est évolue vers une structure globale incluant production et approvisionnement. C'est pourquoi le Japon veut lever l'interdiction d'exporter des armes finies. Il ne s'agit pas seulement d'entrer sur le marché international, mais de devenir un partenaire de production clé soutenant les opérations conjointes avec les États-Unis. Jusqu'ici, le Japon ne pouvait exporter que des radars ou équipements de surveillance. Mais si la restriction est levée, l'industrie de la défense pourra fabriquer et vendre à l'étranger des armes offensives pour la première fois. Ici, le Japon jouera un rôle clé pour soutenir la capacité des États-Unis à poursuivre la guerre en cas de crise. Beaucoup considèrent que cette évolution n'est pas un choix unilatéral du Japon, mais plutôt le résultat de la convergence de 3 facteurs: les besoins stratégiques des États-Unis, la volonté du gouvernement japonais de devenir un pays normal, et la nécessité de contenir la Chine dans le contexte international. Au final, l'assouplissement des réglementations par le Japon risque fort de ne pas être simplement une politique industrielle nationale, mais de conduire à un changement de toute la structure militaire en Asie de l'Est. Le Japon envisage de revoir les 3 principes non nucléaires, interdisant depuis près de 60 ans la fabrication, la possession et l'introduction d'armes nucléaires. Kyodo rapporte que le cabinet d'Akalshi maintiendrait la non-fabrication et la non-possession, mais réexaminerait la non-introduction pour utiliser la dissuasion nucléaire américaine en cas d'urgence. Le cabinet de Dakalchi a indiqué que sans modifier le principe de non-introduction, l'accostage de navires de guerre américains nucléaires au Japon en cas d'urgence pourrait être compromis, d'où la nécessité de le changer. De plus, avec l'approbation récente de l'introduction de sous-marins nucléaires en Corée,
Le Japon semble également vouloir poursuivre l'acquisition de ses sous-marins nucléaires. Shinjiro Koizumi, ministre de la Défense du Japon, a déclaré que le Japon devrait aussi avoir des sous-marins nucléaires, comme la Corée. Quoi qu'il en soit, le Japon est actuellement en train de réexaminer ses 3 principes non nucléaires et semble vouloir renforcer sa puissance militaire par ce biais. Comme vous l'avez vu, le renforcement militaire du Japon est très sérieux. On se demande si le Japon a déjà été aussi sincère dans le renforcement de sa puissance militaire. La principale raison pour laquelle le Japon renforce autant sa puissance militaire, c'est avant tout à cause de la Chine. Actuellement, l'expansion de la Chine devient de plus en plus préoccupante. Il s'impose même en mer Jaune, en construisant de nombreux porte-avions, défiant l'hégémonie des États-Unis. À leur proximité, on veut leur donner une leçon. Face à la menace chinoise, le Japon ressent aussi une certaine crise. Ils augmentent donc fortement leur puissance militaire. Et le Japon renforce déjà ses forces d'autodéfense. Les forces d'autodéfense comptent environ 247 000 membres, mais ce nombre baisse continuellement. Depuis octobre 2023, le Japon a augmenté d'1 an la limite d'âge de certains grades pour pallier le manque de personnel dans les forces d'autodéfense. En plus de cela, ils mettent en place des augmentations de salaire, un assouplissement des règles sur la coiffure, ainsi qu'une réforme du système de bourse pour les étudiants universitaires souhaitant rejoindre les forces d'autodéfense afin de renforcer les effectifs. Ils accélèrent également l'amélioration des conditions de traitement pour les militaires. En plus de cela, les appellations des grades au sein des forces d'autodéfense japonaises devraient également changer. Actuellement, le gouvernement, sous la direction de Takaichi, examine la réforme des appellations des grades des forces d'autodéfense. Officiellement, il s'agit d'adopter les normes internationales, mais le but est de réformer le système pour le rapprocher des armées étrangères. En réalité, jusqu'à présent, les grades des forces d'autodéfense japonaises n'étaient pas des grades militaires traditionnels. En Corée, le soldat de 2e classe c'était Deusa, le colonel, Anjwa, le capitaine, Onwi, etc. Non. Mais il paraît qu'ils vont changer cela en grades militaires traditionnels, comme colonel, capitaine, lieutenant et sous-lieutenant. En plus, ils donnèrent des noms de spécialités comme général et spécial ou infrastructure, en essayant d'enlever autant que possible l'aspect militaire dans la désignation des spécialités. Mais il paraît qu'ils vont aussi changer cela en infanterie, artillerie et génie, comme dans l'armée. Lors d'une conférence de presse, le ministre de la Justice, Kiya Ramino, a déjà annoncé son intention d'examiner la modification des grades des forces d'autodéfense. Il a déclaré qu'il n'en est pas encore au stade de pouvoir répondre sur le contenu, mais qu'il poursuivra l'examen rapidement, en concertation avec le parti au pouvoir. Lorsqu'on lui a demandé la raison de cette initiative de modification, il a expliqué qu'il est nécessaire de créer un environnement permettant aux membres des forces d'autodéfense, qui sont au cœur de la puissance de défense, d'accomplir leur mission avec une grande motivation et fierté. Si l'on considère également le renforcement actuel de la puissance militaire du Japon, cela semble également faire partie des efforts du Japon pour continuer à se préparer à devenir un pays normal. Le gouvernement japonais ne le nie pas. Avec une puissance militaire accrue, les dépenses augmentent naturellement. Dans ce cas, il y aura certainement des personnes qui pensent ainsi. Puisque les impôts sont utilisés ainsi, le soutien au cabinet Takaichi pourrait diminuer. Cependant, le taux de soutien au cabinet Takaichi a en fait augmenté de 5 points de pourcentage par rapport au mois dernier, atteignant 69,9% de plus. Dans la situation actuelle de conflit avec la Chine, le cabinet Takaichi a adopté une position encore plus ferme, ce qui a renforcé le soutien du peuple envers ce gouvernement. Il est difficile de résumer pourquoi le soutien au cabinet Takaichi augmente, malgré l'efficacité de sa ligne dure. L'ambiance au Japon a beaucoup changé récemment. La société japonaise voit l'expansion militaire chinoise comme une menace directe, et la crainte d'être entraînée en cas de crise à Taïwan grandit. Cette inquiétude a mené à un soutien pour des politiques de sécurité plus strictes. Le cabinet Takaichi affiche clairement sa volonté de réagir sans hésitation face à la confrontation avec la Chine, envoyant ainsi un message ferme rarement vu dans la politique japonaise jusqu'à présent. Après l'intensification des activités des gardes-côtes chinois autour des îles Senkaku, l'inquiétude des Japonais a augmenté, renforçant le soutien au projet du cabinet Takaichi d'accélérer la puissance militaire. La hausse du soutien, malgré un possible alourdissement fiscal, montre que les Japonais jugent la sécurité nationale très préoccupante. On constate que la perception selon laquelle la sécurité prime sur les charges économiques s'accentue, et le désir d'un leadership fort s'ajoute à cela, ce qui explique l'analyse selon laquelle la confiance envers le cabinet Takaichi s'est encore renforcée. Cette attitude du Japon est aussi vue comme une volonté de faire des forces d'autodéfense une armée régulière. Alors que la tendance à rompre avec la politique non militaire que le Japon a maintenue pendant 80 ans depuis la guerre devient de plus en plus évidente, les inquiétudes grandissent quant à l'affaiblissement concret de la logique de paix. Il paraît difficile de rejeter totalement cette tendance. Le Japon prend sa puissance militaire au sérieux, pas seulement à cause de l'expansion chinoise. Il semble également y avoir des facteurs internes au Japon ainsi que des exigences de la part des États-Unis. Le président Trump a continuellement demandé une augmentation du budget de la défense du Japon. Les États-Unis ont parfois demandé 3 à 5% du produit intérieur brut pour la défense, pas seulement
2%. Les États-Unis ont poussé le Japon à renforcer son armée face à la Chine, et celui-ci a répondu favorablement. Le Parti libéral-démocrate gouverne actuellement en coalition avec Yoshinawa au Japon. Comme Yoshinawa au Japon soutient toujours la puissance militaire, le Japon veut clairement renforcer ses forces, selon la situation nationale et internationale. L'accord de coalition entre le Parti libéral-démocrate et Yoshinawa au Japon prévoyait le renforcement militaire, les documents de sécurité et des révisions rapides. De plus, il y a également des propositions visant à posséder des sous-marins de nouvelle génération à propulsion avancée, en tenant compte de l'introduction éventuelle de sous-marins nucléaires. Tout ce que je vous ai dit plus tôt est inclus. Actuellement, le renforcement de la puissance militaire du Japon est particulièrement remarquable. Quelle situation pourrait-on se présenter à l'avenir? Je suis également curieux de connaître votre avis. Laissez vos commentaires. Fin de la vidéo, merci.